Nadia et les enfants sont venus me rejoindre la veille de la célébration de l'indépendance. Elle est accompagnée de 3 cousines qui avaient le mal du pays. Elle a été sérieusement secouée depuis son arrivée à Alger. Elle ne s'attendait pas à voir un tel désastre. Dans le Douar, elle ne pensait pas non plus voir autant de dégâts. Il est vrai que la moitié du Douar a été endommagée et que le nouveau Douar a été rasé aux 3/4 par l'armée française et les harkis. Elle est surtout accablée de tristesse quand elle constate que la guerre a brisé bien des familles du Douar. La plupart des habitants sont encore sous le choc du conflit et les séquelles seront certainement longues à s'estomper. Il n'y a plus de réserve de blé et il n'y a plus aussi une seule bête dans le Douar. Tout a été emporté lors des passages des troupes de harkis. Dès son arrivée au Douar, ma femme se dépense sans compter pour tenter de redresser la situation. Elle repart sur Alger afin d'exiger de Rabat qu'il finance la reconstruction du Douar, ou au moins qu'il en reconstitue le cheptel et les réserves. Rabat avait promis de le faire, mais il n'a rien entrepris jusque-là. Quand elle revient, Nadia a obtenu la moitié de ce qu'elle a demandé à son père. Il faut près de 2 semaines de recherche à 3 personnes avant de trouver des animaux à vendre. Même en ayant largement de quoi payer, ce qui est notre cas, il est impossible de reconstituer notre cheptel ou de s'approvisionner en produits de première nécessité. Les derniers mois de la guerre ont connu une accélération du vandalisme et de la destruction systématique des biens. Il y a eu des actes de pillage sans précédent, à tel point que des douars entiers n'ont plus rien à manger. Nous sommes entrés en pleine période de la généralisation du marché noir. En fuyant précipitamment, les Européens ont désorganisé la quasi-totalité des circuits de production et de distribution. En effet, c'est eux qui contrôlaient les principaux rouages de l'économie et de la politique du pays. Après 7 années de conflits meurtriers, il ne fallait donc pas s'attendre à trouver un pays baignant dans le bonheur. Des usines ont été entièrement détruites, des entrepôts incendiés, le matériel saboté, des routes défoncées, des douars à l'agonie, des mutilés par dizaines de milliers. Bref, en laissant derrière eux un pays saigné à blanc, les Européens n'imaginaient sans doute pas ce qui attendrait les survivants. Malgré tout, la situation a de quoi aiguiser bien des appétits et tenter bien des opportunistes. En ville, la situation politique n'est guère plus brillante. La confusion entre le pouvoir civil et militaire est totale. L'exécutif provisoire, le gouvernement provisoire que la France a mis en place pour assurer la transition politique du pays, nage dans le flou. Sachant que, comme son nom l'indique, ce n'est qu'une structure provisoire destinée à disparaître aussitôt après la prochaine formation du gouvernement algérien. Chaque homme ou chaque groupe essaie d'empiéter sur les pouvoirs de cet organisme aux contours imprécis. Hormis l'armée qui possède une structure de commandement, le syndicat et le FLN qui peuvent prétendre détenir un pouvoir réel, tout le reste n'est qu'improvisation dans l'anarchie. Chacun s'arroge le droit de pousser son avantage, jusqu'où il l'entend. Et un nombre croissant de personnes ne s'en privent pas. D'autre part, la course au contrôle des plus hautes instances du pouvoir et les luttes fratricides au sommet de la hiérarchie du FLN ajoutent un élément supplémentaire à la confusion ambiante et à la paralysie institutionnelle. Mais ce qui est un handicap pour l'ensemble du pays est la porte ouverte à bien des excès et pour les comités de gestion des entreprises ou des fermes une bénédiction. Il n'existe en effet aucun pouvoir qui soit en mesure d'interdire l'expérience de l'autogestion. Je peux même avancer que c'est la situation idéale pour développer des innovations sociales en toute urgence et en tout genre. Et notre groupe s'y emploie. En principe, aucune loi n'interdit la pratique de l'autogestion dans la mesure où la constitution de l'Algérie indépendante n'existe pas et qu'il n'y a pas plus d'institutions que de pommes de terre sur les marchés. Et puis, dans cette situation irréelle,
On n'aurait pas trouvé grand monde pour faire appliquer les lois. Malgré les contraintes qui touchent en fait tous les secteurs d'activité, la détermination des ouvriers agricoles à vouloir mener l'expérience de la gestion directe à son terme est remarquable. C'est un vent de liberté qui souffle nuit et jour dans les domaines. L'ambiance dans les fermes est absolument extraordinaire. Le système colonial s'écroulant, il est aisé d'imaginer ce qui se passe dans la tête des ouvriers. Après les semaines ou les mois d'incertitude, les gens se rendent lentement à l'évidence. Le Dieu tout-puissant de la ferme a perdu la guerre et s'en est retourné exercer ses talents sous d'autres cieux. Maintenant, les gens n'ont plus peur de parler, de s'exprimer publiquement, sans avoir l'angoisse de se retrouver privés d'emploi. Après plus d'un siècle de vexation, d'humiliation quotidienne, les paysans sont dorénavant des personnes libres. L'avenir immédiat est trouble, certes, mais chacun préfère encore de loin affronter les contretemps de la crise que de retourner à l'esclavage. Les droits nouveaux n'ignorent pas la tolérance. Dans les réunions des comités de gestion, la solidarité collective n'est jamais prise en défaut. Ainsi, tous les ouvriers agricoles qui sortent de prison sont réintégrés sans la moindre objection. Ceux qui sont devenus inaptes au travail du fait des tortures sont associés quand même aux activités de la ferme. Avec l'aide de l'UGTA, une caisse allouera, sitôt les rentrées d'argent, une pension aux veuves et aux familles des ouvriers exécutés. Tout le monde est disposé à consentir les plus grands sacrifices. La lutte de libération a été une œuvre collective et beaucoup tiennent à poursuivre le chemin ensemble. Djilali nous fait ses adieux un mois après son arrivée. Il a prolongé son séjour bien au-delà de ses prévisions. Francis et Mohamed ont insisté pour qu'il reste avec nous, mais il est demeuré inébranlable. Il a jusque-là refusé toutes les responsabilités qui lui ont été offertes, et Dieu sait si elles ont été nombreuses et importantes. Il s'était entièrement intégré avec nous, mais il a évité les fonctions officielles. Nous organisons donc une soirée d'adieu au-dessus de la cave de M. Marcel. Après avoir vidé quelques bouteilles de vin, et des bonnes, Francis et Mohamed tentent d'en savoir davantage sur les raisons de son départ. « Tu veux me tendre un piège ?» répondit Djilali à Francis. « Je suppose que si je te dis que j'ai attrapé le virus de l'égoïsme occidental, tu ne me croiras pas. » Tu as raison. J'ai de la peine à croire que l'on puisse oublier son passé et changer le cours de sa vie sans une raison mûrement réfléchie. Loin de moi l'idée de te faire un procès d'intention. Je ne mets pas en doute tes motivations, mais pour tout te dire, j'aimerais seulement comprendre pourquoi tu t'en vas. Reconnais que tu nous poses une énigme. À vrai dire, je ne saisis pas très bien l'attitude des émigrés. Objectivement, ils auraient dû tous réintégrer leur maison puisque les raisons qui les ont conduits à partir ont été supprimées. Nous avons l'occasion inespérée de construire un pays à notre convenance. Et voilà que personne ne revient. Pourtant, nous étions persuadés que le jour de l'indépendance, ce serait le grand rush. Les pieds noirs ont quitté le navire, mais vous êtes restés amarrés en France. C'est un comportement qui m'échappe. Peut-être que je suis simplement fatiguée de me battre. Tous mes ressorts sont cassés. Depuis que j'ai quitté ma ville, je n'ai cessé de me confronter à l'adversité. En parlant d'adversité, je ne me réfère pas à la guerre contre les Allemands, que j'estime n'être qu'un incident de parcours. Non, je parle de la bataille quotidienne qui consiste à rejeter ou à couper tout ce qui dépasse de ta personnalité. Lorsque tu veilles à chaque instant à ne pas commettre de maladresse parce que tous les regards sont braqués sur toi, lorsque tu troques ta langue contre une autre en faisant des efforts pour écraser tes rêves d'enfant, lorsqu'au début tu te caches comme un malpropre avec tes compatriotes pour te prouver que le sang de tes ancêtres circule bien dans tes veines, ne t'étonne pas que l'homme qui te parle ne soit plus le même qu'auparavant. Tu as devant toi un être qui, face au siège permanent dont il a été l'objet, a fini par céder quelques places fortes pour tenter de maintenir ce qui est à ses yeux l'essentiel, sa dignité. Tu comprendras aussi que pour lui, le destin a bouleversé la donne.
Il est animé par l'unique souci d'être en paix avec sa conscience. Tout ce qu'elle lui dicte, il l'appliquera, mais ne cherchera pas à aller au-delà. Tu estimes donc que si les émigrés ne retournent pas chez eux, c'est à cause de ce qu'ils ont enduré en France? Tu penses la même chose, Youssef? Il est impossible d'être allé aussi loin dans les concessions, sans en être un tant soit peu transformé. Il est entendu que nous sommes algériens, dans le sens où nous le revendiquons. Pourtant, je crois deviner la réflexion de Djilali. Le compromis que nous avons été conduits à instaurer pour éviter de nous perdre dans la folie a exigé de nous plus qu'une vue de l'esprit. Quand on passe sa vie à surveiller ce que l'on dit, ce que l'on mange, la manière de s'habiller, la façon de marcher, pour ne pas être rejeté ou désigné du doigt, il faut un grand équilibre pour rester sur le chemin de la raison. On se croit fautif ou ridicule chaque fois qu'un Français sourit dans la rue, même s'il sourit parce qu'il est heureux, car on se demande quelle erreur on a pu commettre. Alors on tente de voir ce qui a été négligé. Et quand on ne trouve pas, c'est la panique. C'est pire qu'un homme dans sa prison, parce que lui sait pourquoi il est enfermé. Tandis que nous n'avons pas été élevés en France. Nous ne connaissons pratiquement rien de leurs coutumes, de leurs habitudes. Cette traversée solitaire dure longtemps, trop longtemps dans la vie d'un homme. Enfin, quand vient le moment où l'acquisition semble satisfaite, il faut attendre longtemps avant de décider à franchir ces nouvelles frontières. L'œuvre est différée, elle est transmise aux enfants qui seront chargés de l'accomplir. Je découvre l'émigration, dit Mohamed. Il était temps. Moi aussi. Malheureusement, c'est juste au moment où on la perd, conclut Francis. Prépare tes bagages. On rentre chez nous, me dit ma femme. Dans 18 jours, l'école reprend, et je ne voudrais pas arriver dans une maison en désordre. 2 jours plus tard, nous sommes à Alger, dans la maison de son père, avec les enfants et les billets de bateau. Rabat nous invite à passer une semaine chez lui à Alger. Il habite une superbe demeure de 4 niveaux. Jadis, c'est-à-dire avant l'indépendance, c'était la résidence d'un ambassadeur. Contrairement à beaucoup de maisons de cette envergure, elle n'a pas du tout souffert de la guerre. Il est à peu près certain que Rabat ne l'a pas achetée. Il a dû, comme à son habitude, l'acquérir de façon douteuse. D'ailleurs, ce n'est pas l'unique opération qu'il a réalisée. L'indépendance a grossi encore sa richesse. Le restaurant qu'il fréquentait si assidûment lorsqu'il venait dans la capitale est maintenant sa propriété. Il l'a acheté peu après les accords d'Évian à son propriétaire européen. Celui-ci a eu le tort de maintenir un prix élevé jusqu'à la dernière minute. Dans la panique qui a précédé le référendum de l'autodétermination du pays, il a liquidé son restaurant pour un prix symbolique. Je mets une matinée avant de découvrir le nouveau domicile de Rodouane. Son truand de frères, qui sont donnés à cœur joie dans les trafics et le marché noir depuis le départ massif des Européens, lui a déniché un joli appartement au centre-ville et le lui a offert. Le plus désolant pour ce frère, c'est que Rodouane s'active au sein du FLN, afin, entre autres, que cessent les trafics en tout genre sur les biens abandonnés par les Européens. En arrivant chez mon ami, j'assiste à une discussion épique entre les deux frères. Le truand est en train de lui reprocher son ingratitude. La suite demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.